Bonjour à toutes et tous, je suis heureux et un peu impressionné aujourd'hui d'accueillir Pierre, Michael, Hugues. 3 prénoms pour le prix d'un. C'est ça. Je vais te donner ma description et puis évidemment on va revenir sur tout ton parcours, mais dans les atypiques, là on en a un beau d'atypique. T'es boxeur, Mhm. boxeur dans les valides C'est ça. et t'as pas de jambes, tu nais sans jambes. Mhm. T'es orphelin. On va repartir sur ton parcours parce que t'es né en 93 Mhm. et jeune, mais déjà un grand de ce monde. J'irai pas jusque-là, mais En tout cas, moi, on prend les choses comme elles viennent et puis l'idée c'est d'y mettre une énergie, puis du coup aujourd'hui de pouvoir aussi la transmettre au maximum. Donc, voilà. t'as un parcours et t'es une personnalité. À chaque fois que je te rencontre, à chaque fois j'apprends un truc sur toi et à chaque fois le truc que j'apprends il est encore plus ouf que celui d'avant. Explique-nous un peu ce que c'est ton quotidien et ton parcours. Parce que le combat, pour toi, il démarre très très jeune au berceau. Ouais, alors bon après, c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé. C'est vrai que pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de traumatique en tant que tel. J'ai toujours bien appréhendé les choses puisque la question de l'adoption, elle a été abordée très tôt dans mon enfance. Déjà, j'ai été adopté très jeune, j'ai eu cette chance. Et puis pour ma mère, disons que très tôt, je lui disais. Mais toi aussi, moi aussi j'étais dans le ventre de la maman, comme toi, t'avais un gros ventre et j'étais à l'intérieur. Et puis très tôt, elle m'a dit non, non, toi c'était différent. Et elle m'a expliqué que bah, voilà, j'avais cette chance bah, qui s'est confirmée. Voilà. Donc quelque part, il y a la question qui se pose souvent, c'est mais oui, mais en grandissant, quand quand on te fêtait, enfin quand on te pose, est-ce que le papa, tout ça, parce que moi ce que je te disais aussi, c'est que j'étais une famille avec bah, c'était ma grand-mère, ma mère, bon, il y a ma tante aussi. Ouais, donc ça c'est un truc parce que donc vous allez voir pendant tout l'épisode que c'est les poupées russes à chaque fois parce que on parle d'adoption. Donc moi dans ma tête je me dis ok, donc c'est un couple qui s'est battu pour adopter un enfant. On imagine enfin on imagine la complexité des deux côtés et tout. Tu me dis ah non, alors moi c'est un peu spécifique parce que en C'est fait ça. ma mère m'a adopté, mais elle était toute seule, elle vivait avec sa mère, donc ma grand-mère, Mhm. et donc en fait c'est ces femmes qui m'ont adopté. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu beaucoup de débats en ce moment sur les familles monoparentales. Et c'est vrai qu'en soi, bon, voilà, bon après. Et donc pour continuer dans les poupées russes, dans le sud de la France, et elle menait une exploitation agricole, c'est-à-dire que Oui, ta alors, grand-mère, ouais, c'est elle ça. est vigneronne. Ouais, c'est ça. Ma grand-mère menait voilà, s'occupait, avait la gestion d'une exploitation agricole. Donc voilà, c'est vrai que c'est de A à Z. Hein, donc c'était de la production de raisins, donc en viticulture. Donc Euh, quand on est dans le sud de la France, euh, comment ça se passe comment ça se passe l'arrivée à l'école, l'arrivée en primaire, l'arrivée au collège, avec toutes ces toutes ces petites pierres dans le sac à dos. Euh, Comment t'as vécu tout ça, toi? Ben en fait, moi je l'ai bien vécu. On a toujours envie de se dire mais c'était horrible. Tout. Non, non, en vrai, cet aspect-là, vraiment, c'était pas dérangeant. Moi, très fréquemment, on me disait mais et ton papa et tout, bah moi, il n'y a pas de papa, j'ai été adopté. Oh, je suis désolé. Non, non, mais enfin, c'est ok, tout va bien. Donc il y avait ce côté-là. Et puis après, non, la difficulté, c'est vrai que pour le coup, il y avait quand même une difficulté liée malgré tout au handicap. Alors non pas sur le côté comme on pourrait l'imaginer, beaucoup de moqueries, tout ça, parce que bon, bah, voilà, comme j'ai une façon d'apprendre les choses qui m'a plutôt réussi. Mais disons que, et on pourra en reparler, mais c'était, bah, voilà, j'ai eu des opérations aussi assez lourdes, donc j'ai passé des moments où j'étais en fauteuil roulant, avec des opérations qui étaient difficiles, qui étaient douloureuses. Et du coup, voilà, il y avait un peu ce côté-là dans mon enfance, et puis le fait d'avoir perdu aussi assez tôt ma grand-mère et pas mal aussi de figures familiales, du coup, ma famille, voilà. Tu nais sans les jambes ou c'est ou c'est un accident ou c'est quelque chose qui fait qu'à un moment on doit t'amputer? Non, non, c'est une agénésie, hein, donc c'est vraiment la naissance, une malformation du coup de naissance, ouais. Ok. Euh, du coup, t'arrives sur le fauteuil roulant. Enfin, comment tu Ouais. passes de fauteuil roulant à prothèse? C'est quoi Non, en le... fait, j'ai eu la chance d'être appareillé très tôt.
Et puis j'avais un peu ce côté combatif de ce qu'on me raconte quand j'étais petit déjà, un petit peu ce côté. Surprenant. Donc, donc en fait, on m'a mis les prothèses, on m'a dit, écoute, voilà, enfin on expliquait à ma mère que ça pouvait prendre un peu de temps pour s'adapter, etc. Pour avoir plusieurs mois, bon voilà. Et puis on m'a raconté que voilà, pendant un certain nombre d'heures, je me suis relevé, je suis retombé, je me suis relevé, je suis retombé. Puis bon, le lendemain, j'allais à l'école et puis je courais à l'école, quoi. Donc ça s'est fait assez vite, assez bien. Et par contre, voilà, pourquoi les épisodes en fauteuil roulant, disons que j'ai eu des opérations multiples. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir me recréer d'une certaine façon une jambe sur le côté droit. Donc on a fait ce qu'on appelle des allongements externes. C'est des opérations qui se font avec des broches qui se voient sur l'extérieur où on sectionne en fait la moitié de l'os au niveau tibial ou au niveau fémoral. Là en l'occurrence moi c'était au niveau tibial et donc il y a des broches qui restent apparentes en fait une fois qu'on a sectionné l'os on va étirer mécaniquement avec une clé à molette Ok. la jambe petit à petit pour arriver à gagner en fait en taille puisque l'os a la capacité de se reformer, de se ressouder, de former un cal. Et donc voilà, ça c'est des opérations qui sont, ça paraît un peu barbare. Et c'est vrai que c'est quand même assez lourd, surtout quand on est un petit garçon. J'avais 6 ans, puis ensuite 10 ans, et ensuite 12 ans. J'en ai eu 3, c'était vraiment un peu expérimental, et ça n'a pas été une belle aventure. Ouais, ça devait être un peu Mais douloureux. et puis surtout par rapport au regard des autres, effectivement, où là, déjà d'une part on est en fauteuil pendant un certain temps, parce que ça prend un moment. Et puis après, on a un peu une attraction même à l'extérieur. Quand on est en fauteuil roulant, quand on se balade avec ça dans la jambe, les gens sont hyper impressionnés. Bah, surtout que là, on rappelle, c'est début des années 2000, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on est... Ouais. Et puis je pense que même encore aujourd'hui, de toute façon, Ouais. c'est une opération, voilà. Même moi je me disais, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi par rapport à cet aspect regard des autres, je me disais, bah voilà, moi-même j'étais un petit garçon très très curieux. Donc je me disais, bon, c'est vrai que ça m'impressionnerait aussi, je me poserais aussi des questions. Donc du coup, j'ai toujours eu il y avait des gens vraiment dans la rue qui s'arrêtaient devant le fauteuil et qui nous bloquaient le passage, mais sans même s'exprimer, quoi, qui était vraiment... donc du coup, je faisais mon plus beau sourire et je disais bonjour. Voilà, et puis en fait, voilà, ça allait et ça m'a permis aussi d'apprendre, c'était une façon d'apprendre aussi les choses et qui m'a servi aussi dans ce que j'ai construit après, donc voilà. Ce que tu as construit, alors on va essayer d'aller un peu partout parce que en fait il y a quand même beaucoup de choses. On va parler de l'actualité avant de revenir au parcours. Il y a un côté Forrest Gump quand tu parles, non mais dans le sens comment la contrainte et l'exception, parce qu'en fait t'es quand même assez exceptionnel. Comment ça t'amène à devenir un grand champion? Et toi, la manière dont tu l'as exprimé, c'est dans la boxe. La combativité, tu l'as exprimé sur le ring. La première fois que je t'ai croisé, tu m'as montré une vidéo de toi en train de boxer avec tes prothèses, en boxe face à quelqu'un qui avait ses 2 jambes. Et il n'y a pas très longtemps, je t'ai vu faire un sparring sur un défilé que beaucoup de gens ont vu et qui est important parce qu'il marque un peu son histoire, c'est De Bout en Bout. Tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, alors l'aventure de la boxe, c'est vrai que sa genèse finalement elle est arrivée un peu sur les périodes que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire quand j'étais petit et puis je voyais un peu la boxe à la télé, puis je me disais c'est vrai que j'avais un peu le sentiment qu'il y avait un parallèle avec ce que je vivais finalement. C'est Parce l'époque que, des Tiozo, des Brave Asloub, l'époque où on se ouais, lève la ouais. nuit pour Bah, regarder Canal. l'époque du Rocky en fait aussi. Ouais, Tu les vois, Rocky, de quand tout tu ça, as eu les bien Rocky, sûr. tout ça, et c'est vrai que ce côté un petit peu, voilà, on en prend plein la tronche, on est fatigué, on a mal, et puis on y retourne. En fait, c'était un peu ce que vivent beaucoup de personnes, et puis ce que je vivais à ce moment-là. Et je me retrouvais là-dessus, et en même temps, c'était un peu un rêve dans le sens où ça reste hyper valorisant, et ce mec-là, il est là, il a du lait, et il arrive à amener quelque chose qui donne aussi de l'espoir aux autres, et
et c'est voilà, c'est une belle histoire. C'est pour ça que tout le monde aussi a aimé Rocky et cet idéal un peu qu'on avait autour de la boxe. Et voilà, moi je me retrouvais vachement dans ces valeurs-là. Ça m'a fait rêver aussi, comme tout le monde, quand j'étais petit, pour ces mêmes raisons. Et en revanche, j'ai commencé très tardivement, puisque je pensais pas déjà que ce soit possible de pouvoir boxer avec mes prothèses. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont entraîné ou ceux qui m'ont accompagné au départ le pensaient pas non plus. Personne ne pensait que c'était possible. En tout cas, voilà, d'arriver au niveau où je suis arrivé aujourd'hui. Équipe de France, tous Ouais, ces ouais, équipe de sujets France militaire, équipe de ouais. France militaire. Donc, tu as commencé à 18 ans la boxe, qui Ouais, effectivement est assez très tard. tard. Ouais. Mhm. Euh, Mais c'est un sport où c'est ok, hein. Il y a beaucoup de champions du monde qui ont Ouais. commencé assez tard en fait sur la boxe, hein. C'est un sport où on peut commencer assez tard. il y a un champion d'arts martiaux qui est très connu en ce moment, c'est Cyril Gane, qui a commencé lui pareil. Je crois qu'il a commencé un truc genre à plus de 20 ans. Ouais, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une prédisposition. Moi, je t'ai vu boxer, on voit qu'il y a quand même une prédisposition à. Ouais. Ben, en fait, enfin, moi en fait déjà dans ma philosophie, comme t'as compris, j'aime bien dire que pour à mon sens, je dis toujours bah ouais, j'ai fait des choses parce que j'ai travaillé dur, mais en soi, je en quoi, enfin, est-ce qu'elles sont exceptionnelles? Je dirais non, c'est parce que ça s'est présenté comme ça et que j'avais envie d'y aller et que j'ai travaillé pour. Maintenant, est-ce que et c'est pour ça que je suis vraiment. Enfin, tu vois, si je croyais pas en ça, je pourrais pas faire ce que je fais, d'aller devant des jeunes et puis de me présenter en disant bah moi les gars, aujourd'hui c'est pas que vous rentrez chez vous en vous disant on a vu un gars qui a des prothèses, qui boxe en valide, c'est un tueur, le mec, c'est incroyable. Mais que bah, l'objectif aujourd'hui, quand je vais les voir, je leur dis bah, c'est que mon histoire ça devienne votre histoire. Donc je décompose en fait différentes choses pour justement un peu transmettre ça. Donc moi je j'ai pas ce truc de me dire bah moi ce que j'ai fait c'est potentiellement exceptionnel. Je pense que en fait c'est parce que bah voilà, j'ai travaillé dessus, j'ai continué à y croire et pour autant pas tout le temps de la même façon. Parce que en fait si tu me demandes il y a 5 ans est-ce que tu vas pouvoir boxer comme tu boxes aujourd'hui, je t'aurais dit bah j'aimerais bien mais ça me paraît compliqué. Et en fait bah voilà, à force ça s'est fait et puis je pense que l'humain on a une chance d'avoir quand même des capacités qui sont quand même intéressantes, donc voilà. Tu boxes partout, tu vas aux États-Unis, tu deviens une star parce que bah en fait c'est complètement ouf. Et en même temps, t'as ce côté ultra patriote de dire mais moi mon pays c'est la France, c'est les couleurs que j'ai envie de défendre. Et donc là t'es dans la période en ce moment où tu fais aussi le tour des décideurs de politiques, des emblèmes soutenus à fond par des grands de la boxe comme Mormec et tout ça pour bah, vous défendre les couleurs de ton pays parce que t'as une envie, c'est de porter le drapeau français sur le ring et de partout. Ouais, et puis d'aller au jeu du coup 2028, c'est un défi incroyable et puis une chance de pouvoir avoir une volonté bah, à l'extérieur du pays, du coup via les États-Unis, de pouvoir être présent, porter quelque chose de fort. Et c'est vrai que ici, bah, ce qui est difficile, c'est que j'ai beaucoup de mal, j'ai énormément de difficultés. Là, j'ai profité en fait que j'avais une blessure pour pouvoir me consacrer vraiment à ce travail, parce que c'est véritablement un travail de dingue de pouvoir aller chercher des partenaires. Et puis en fait, je suis confronté à plein de difficultés. Déjà la première, parce que bah, quand on n'est pas dans des cases, qu'on fait quelque chose que personne a fait précédemment, bah, du coup, tout est beaucoup plus compliqué. Puisque bah, voilà, le statut sportif de haut niveau, je l'ai pas. Ça paraît dingue, mais ouais, je l'ai pas. Donc en fait, bah, ça veut dire pas de possibilité d'avoir des financements publics, pas de possibilité. Donc vraiment, quand je dis aujourd'hui, Pourquoi t'as pas le statut? Parce que en fait, vu que la boxe handi ça n'existe pas, il n'y a pas de compétition reconnue en international, il n'y a pas de règlements internationaux de compétition en boxe, il y a pas, c'est pas un sport olympique. Eh bien, voilà, il faut pouvoir être sur les critères valides qui sont assez restreints, sur lesquels auxquels je réponds pas du D'accord. coup, puisqu'ils sont très spécifiques, voilà. Donc en fait il y a vraiment cette difficulté là, donc ça c'est un sujet sur lequel bah, j'espère pouvoir être aidé, accompagné. Et puis après bah, c'est dans tous les cas il faut pouvoir aussi trouver des partenaires privés qui sont prêts à prendre part dans l'aventure et puis comprendre que en fait
moi, mon objectif, en fait, si tu veux, tu as deux strates. Tu as le côté Pierre Michael, sportif comme tout sportif, qui a son rêve de faire les jeux, de performer, et puis d'avancer, et déjà rien que de pouvoir s'entraîner dans des conditions dignes et permettant la performance, ce qui aujourd'hui n'est pas mon cas, puisque bah, voilà, comme beaucoup de sportifs qui ont, en valide, Mm. ou en handi aussi, hein, qui ont beaucoup de mal du coup. Donc ça, voilà, c'est une première chose. Mais le deuxième aspect qui me tient à cœur, c'est le lien qui se fait entre tout ce que j'ai pu faire dans ma vie et ce qui se concrétise aussi à travers ce que j'exprime sur le ring et à l'extérieur, grâce à cet outil qui est finalement ma performance sportive. Et ça, en fait, c'est vraiment un outil qui est non seulement magique, et c'est plutôt là-dessus que j'ai vraiment envie d'embarquer des personnes sur l'aventure. J'ai envie de te dire, bah vas-y, viens avec moi, va dans une salle n'importe où dans le Bronx, comme j'ai dit. Enfin, le Bronx, c'est un bon exemple, parce que c'est une aventure que je raconte souvent. Enfin, à Mais t'es l'époque. allé boxer, toi, là-bas, dans le Bronx. Ouais, et puis, enfin, Christophe, qui est mon entraîneur Christophe Mendy, qui est sur New York, qui m'entraîne sur New York. Il me dit non mais Pierre, le Bronx et tout, enfin c'est bon quoi, c'est pas. Je dis mais attends, nous quand on a commencé la boxe, je me revois avec ma vieille panda aller dans les quartiers nord à Marseille pour aller mettre les gants alors que je connaissais personne, débarquer comme ça pour prendre de l'expérience et tout. Je me disais mais c'est dingue, et je lui dis toi c'est pareil, de la boxe c'est ça, enfin on a galéré quand même pour arriver à faire ce qu'on a fait, à arriver là où on en est. Et puis il me dit ouais je suis d'accord, mais et du coup j'insiste, et puis il dit bon ok, bon bah c'est bon, on y va un samedi matin. Il me dit j'ai une surprise, ok on y va, d'accord. Et puis en fait t'arrives là-bas, bah, t'es le petit blanc européen, donc tu vois déjà rien que ta présence elle est vécue comme insultante, vraiment, tu vois que vraiment t'es pas le bienvenu. Bon après je vais me changer, donc là je débarque en short, donc là il voit les deux prothèses, il dit bon bah ça va, c'est un mec qui fait du cirque, c'est bien. Et puis bon ça passe un peu mieux, mais toujours waouh ok. Donc voilà, et puis après bah, en fait l'entraîneur du coup il dit ouais bah, d'abord on fait boxer les vrais boxeurs, on verra ton gars après. Bon on attend 40 minutes. Puis au bout d'un moment il dit ouais bah vas-y fais-le monter sur le ring, on le met avec il me met avec un petit jeune et tout. Bon évidemment je m'amuse avec, hop tac tac, mais avec du respect évidemment. Puis bon il s'énerve, on finit, il met un autre gars. Là, ça se passe super bien, je le touche au foie, mais je me colle à son oreille, tout ça. Je dis it's ok bro, il dit yeah. Et puis on continue toujours, voilà, avec le respect qui est dû à notre discipline. Et puis du coup là encore il s'énerve, et puis il met un autre gars qui est 2 KT au-dessus, et avec lequel on fait un super sparring. Et on finit le sparring, oh c'est top et tout. Et puis là, je vois la peur dans les yeux de Christophe quand je reviens dans le coin du ring. Mais vraiment, je dis mais. Il me dit non. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non mais, et là il sourit, il dit non Pierre c'était super et tout, mais tu te rends pas compte dans leur ego, écoute on va au vestiaire, écoute-moi vraiment, on va au vestiaire et tout. Je dis non mais ça va et tout Pierre et tout, je suis un peu têtu. Du coup il me dit ok on y va. Donc je vais au vestiaire, et puis je lui dis mais attends c'est du sport et tout, enfin je dis non mais Pierre tu te rends pas compte, c'est super, t'as voulu le faire, on l'a fait, c'était bien, t'as fait les rounds, voilà, mais maintenant voilà tu te rends pas compte dans leur ego et tout, enfin c'est chaud quand même, Là, ce qui vient de se passer. Et puis en fait je dis non mais attends quand même, et là je ressors et je vois les gars qui boxent plus, et ils regardent le combat qui vient de se passer sur leur téléphone, et ils se disent mais what, qu'est-ce qui s'est passé là, et puis je vais les revoir et je leur dis it's ok, on y retourne. Et puis ils regardent l'entraîneur il fait un hochement de la tête, ouais bah allez-y, et puis là on refait on reboxe. Et en fait bah on s'est pris dans les bras, je revois toute cette salle dehors en plein milieu du Bronx à faire coucou comme si on avait passé 2 mois de colonie de vacances ensemble, et voilà, et ça on l'a vécu tous les jours, et ça peu importe où on allait. C'est à dire qu'en Grèce on l'a vécu, on a fait la une en Grèce parce que les gens ils avaient vraiment envie, alors qu'on allait juste en vacances en Crète dans un truc pas trop cher et tout, puis du coup j'allais dans une salle et j'avais cette volonté de partager ça, et du coup ben il se crée quelque chose qui humainement est incroyable. Autant du coup sur des questions des représentations, c'est pour ça que j'explique cette histoire, parce que c'est autant sur la question du racisme que la question du handicap, que sur tous les aspects. Et ça voilà, c'est à ça qu'en fait que je vais engager les entreprises ou les personnes à me suivre. C'est pas uniquement à l'échelle individuelle. Quand je reçois des messages de jeunes que j'ai vus il y a 2 ans dans des prisons pour mineurs, et qui me disent qui savent que je suis heureux de recevoir un message de leur part, qui me dit on a passé un diplôme, qui sont fiers de m'envoyer ce message là, ou bien un gars qui va se faire opérer dans 2 jours et qui me dit j'ai pas peur d'y aller. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, et je regarde et puis je vois que c'est un jeune de 14 ans, il boxe super bien, puis sur les dernières vidéos je vois qu'il est en fauteuil roulant. Je me dis mais
Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis je lui envoie un message, je dis, ok, merci beaucoup, mais tu vas te faire opérer de quoi? Je vais me faire amputer de mes 2 jambes, quoi. Et enfin, quand tu as ce genre de choses qui t'arrivent, tu te dis, en fait, ouais, il y a Pierre Miquel qui veut performer à l'échelle individuelle, et ce sportif, et après, tu as tout ce que tu peux faire derrière, tout ce que tu peux véhiculer, et c'est ça qui me fait me dire qu'aujourd'hui, je vais prendre tous les sacrifices et aller au bout, et c'est là où je veux vraiment amener des gens avec moi, quoi, voilà. Bah, c'est bien, tu veux nous faire chialer, quoi. Bravo, t'as réussi, c'est bon. Non, mais Non, voilà, non, mais c'est incroyable ce que tu racontes. En fait, tu vois, ton énergie, elle est incroyable. Moi, ça me touche profondément parce que je trouve que c'est exactement comme ça qu'on change le regard, et c'est grâce à des personnalités comme toi. Enfin, je veux dire, c'est toi le grand de ce monde, quoi. Non, non, mais, je te dis, c'est mais justement. justement, mais c'est pour ça que c'est grand. C'est que et quand, quand je faisais la comparaison à Forrest Gump et tout, il y a un côté, tu vois, en fait, ça paraît tellement incroyable que quand c'est dans la vraie vie, quand c'est palpable, tu vois, les émotions, ce que tu racontes dans le Bronx, en fait, les images, on les a quand on connaît un peu le milieu de la boxe et toutes ses difficultés, quand on connaît la question du handicap et de tout ce que tu as vécu. Mais je veux dire, on peut que être admiratif et vouloir que des personnes comme toi soient sur le devant de la scène, parce que en fait, d'un point de vue générationnel, je pense que c'est grâce à des personnes comme toi que les choses bougent. Enfin, je veux dire, t'as à peine. Mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est pas en fait, il y a moi le petit boxeur entre guillemets, et puis c'est surtout ce que je veux mettre en avant, c'est tout le monde. Enfin, c'est ce côté, tu vois, c'est aussi ce que tu fais là aujourd'hui avec ton émission, enfin, tu vois, c'est ce côté-là en fait qui est important. C'est pas, enfin moi entre guillemets, je suis outil, je suis vecteur. Quand je suis sur un endroit ou un autre, je me dis bah ok, et c'est ce qui me donne la force aussi, ce qui me permet de le faire, parce qu'à l'échelle individuelle, bon bah voilà, je me dis bon bah ok, je suis là, je fais mon truc, mais quelque part enfin l'intérêt il est là, quoi, tu vois. Cette force, tu la tiens depuis toujours. À 14 ans, tu perds ta grand-mère. Ouais, à 10 ans. Et après, pardon, à 10 ans, tu perds ta grand-mère. L'exploitation, je la reprends. Et toi, tu dis... Et donc, il y a une exploitation viticole. Et tu dis à ta mère, bah non, mais en fait, on va pas la vendre, on va pas la laisser. Moi, je vais la reprendre. Et à 14 ans... tu te lances dans cette histoire. À 14 ans, tu reprends une exploitation agricole. Comment ça se passe? Ça se passe très durement. Non, c'était très très dur. C'était pas évident, mais voilà, sans doute. Mais voilà, enfin, c'est des machines qui sont vieillissantes, c'est se retrouver à prendre des douches de gasoil, à essayer de faire de la mécanique parce qu'on n'a jamais fait ça, et puis la durite qui pète au bout de 4 heures, on a essayé de bricoler un truc, en plus en termes de bricolage, voilà, tu vois. Et puis c'est se retrouver en panne dans un champ à 3 heures du mat avec parce qu'on est en train de faire des traitements, et puis le téléphone il est tombé dans le champ d'avant, tu te retrouves en panne parce que le tracteur il est vieillissant, qui tombe en panne, t'es en plein milieu d'une forêt à 2 km de rien, il se met à pleuvoir, enfin tu vois, voilà, là c'est bien, on peut le dire en rigolant, mais entre guillemets, mais je serre encore les dents quand je le dis, parce que c'était très dur, c'était très très dur. Et tu m'as raconté un truc sur les piquets. Ouais, il y a ça aussi, c'est qu'en fait j'étais sur un environnement où c'était très très difficile, parce que la pression foncière elle est très importante dans le sud de la France, et puis peut-être dans d'autres secteurs. On va juste expliquer. En gros, t'as des terres agricoles, dans un endroit où bah forcément ça vaut de l'argent parce que c'est le sud de la France, et que du coup il y a plein de gens qui essaient de choper les terres, et c'est souvent pas très propre. Ouais, c'est pas Champagne non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, enfin voilà, les terrains ils ont une valeur. Et donc toi tu te retrouves enfin je suis un peu, personne se dit bah, l'exploitation c'est bon, on va pouvoir récupérer les terrains, c'est fini tout ça. Puis moi je dis non c'est mort, enfin je sais pas comment, mais on le fait. À 16 ans j'arrive à trouver un moyen qui est pas forcément conventionnel, mais souvent on dépasse, enfin les agriculteurs ils dépassent les quotas sur les vignes pour pouvoir être dans les quotas, et puis en fait c'est les surplus, j'arrive à les racheter en fait et à la mettre sur mon exploitation qui elle ne produit plus, puisqu'elle est très vieillissante, ne produit plus suffisamment, et en fait du coup j'arrive à remplir mes quotas.
et je crée un fonds de roulement. Donc je débarque chez ma banque, la banque qui était gérée sur du coup un compte perso qu'on avait mis en commun avec ma mère. Enfin tu vois, c'était pas du tout un truc pro quoi, tu vois vraiment. Et puis avec ma petite feuille, mon plan de roulement en disant écoute ça va faire ça ça ça. Puis la banquière et moi il me dit mais attends Pierre-Michel, enfin c'est ce que tu me dis là et tout. Je dis ouais mais là j'ai fait le max. Maintenant j'ai besoin de juste que tu me fasses un petit truc et tout en plus. Elle me dit oh putain et tout, mais elle l'a fait et franchement t'as une banque qui te suit dans ton ouais aventure. alors elle me suit pas officiellement Ouais. parce que c'est super risqué et en fait c'est une personne. On dit les banques c'est souvent les agences Oui. aussi où t'as une personne et c'est vrai que heureusement que ça m'a beaucoup touché et elle m'a dit ok et puis j'ai réussi à du coup relancer un plan de roulement comme ça. Donc arrivé à 18 ans l'exploitation elle repart ok. J'arrive à avoir des employés. Du coup, à 23 ans, grosso modo, l'exploitation, elle tourne. J'ai repris des terrains en métayage, donc reprendre des locations, etc. Entre-temps, parce que moi, j'avais été déscolarisé vers 15-16 ans, j'étais vraiment... j'ai pas eu le brevet des collèges. Enfin, tu vois, du coup, j'étais dans mon truc et voilà. Donc j'arrive à rentrer au lycée agricole, tu sais, sur les places qui restent à la fin en septembre-octobre. Donc je fais une première année, même pas en viticulture, mais en production horticole. Donc, c'était super intéressant. Et puis ensuite je fais les 2 ans où je bossais du coup en même temps à côté et j'allais aussi au lycée. Donc j'ai le bac, je sais pas trop comment, mais je l'ai. Et puis bon, c'était intéressant. L'œnologie, j'ai adoré, c'était des études chouettes. Et puis voilà, je fais quelques années, ça fonctionne, tout ça, très bien, 23 ans, 24 ans. Là, un peu catastrophe naturelle, mais non assurée, puisque les assurances, ça vaut très très cher. Le gel, il n'y en avait pas eu depuis 25 ans, donc voilà, c'était ok. On l'avait pas budgété, puis c'était bon, il fallait que le roulement il tienne pendant 5 ans. Grosso modo, il n'y avait pas de raison, ça roulait bien depuis 20 ans. Et puis en fait, depuis climatiquement, enfin, au niveau climatique, ça dit pas climatiquement, pardon. Au niveau climatique, depuis, c'est catastrophique, tous les ans d'ailleurs. Pratiquement tous les ans. Mais en tout cas, moi, le roulement, du coup, il s'est effondré. Donc tu sais que l'année d'après, c'est mort. Et là, ok, qu'est-ce qu'on fait? Endetté de 200 000 euros à 24 ans. Juste le roulement, parce que pour les gens qui Oui, le comprennent roulement, pas, en fait, c'est que tu produis du raisin. tu le revends. Et après, t'es payé sur l'année suivante du raisin que t'as vendu la veille, le temps que le vin soit commercialisé. Ouais. Parce que moi, j'étais coopérateur, donc je produisais du raisin, pas du vin. Et enfin, à la coopérative, donc, produit effectivement du vin qui ensuite est commercialisé. Et donc, t'as des avances, puis des soldes. Enfin, t'es payé sur la récolte de l'année précédente. Voilà. Donc quand tu prends du gel, Donc t'as quand pas tu le raisin, voilà, et donc tu sais que l'année suivante, tu sais t'es que t'es mort. Voilà. Donc en gros, moi j'avais 1 an de battement où je savais que c'était mort. J'étais déjà beaucoup investi sur la jeunesse malgré tout, puisque je m'intéressais du coup au monde éducatif. J'allais déjà faire des interventions dans des prisons pour mineurs quand j'avais 18 ans. Et puis pour les personnes en situation de handicap aussi, je m'étais investi plus largement sur le côté agricole, parce que je m'étais investi au niveau du syndicat agricole. Donc c'était sur un projet de loi c'était le pacte interministériel, le renforcement du pacte interministériel entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture pour la promotion du métier agricole dans le secteur public. Et bon, je pense que c'était une affaire qui est toujours pas résolue 10 ans après, mais en soi j'étais allé au bout, ça avait été voté au national, etc. Et voilà, j'étais assez fier, j'ai 21 ans, j'ai amené ça et tout. Donc, c'était un dossier super intéressant. Et puis surtout, c'était l'idée de se dire en fait que chaque individu puisse profiter de des mêmes choix pour son avenir. Et en même temps, il y avait une logique, puisque le syndicat en agricole, à l'époque, il y avait déjà ce constat plus d'une exploitation, seulement une exploitation sur 5 était reprise dans les 15 prochaines années. Et donc c'est toujours le cas, voire c'est même encore plus grave. Mais voilà, donc du coup, je m'étais investi là-dessus. Et puis après, quand ça a été voté, j'ai dit j'arrête tout parce que voilà, je me suis rendu compte que c'était un levier, que c'était intéressant, mais j'ai voulu passer à d'autres choses, puisqu'à côté de la maison, j'avais un centre de rééducation auquel je me rendais et que j'avais des enfants qui m'attendaient tous les soirs avec une grosse banane et puis j'allais leur donner des cours de boxe en rentrant de mon exploitation à côté de la maison. Puis je dis en fait c'est bon. C'est là où j'avais créé du coup fondé la première association, l'association Courage Performance. Donc voilà, c'est comme ça que l'aventure de cette association avait démarré. Et puis voilà, c'est là où j'ai commencé aussi à m'investir pour l'insertion sociale et professionnelle des publics jeunes et puis surtout des personnes en situation de handicap. Voilà. Alors j'ai appris en refaisant un peu, en ouvrant encore une poupée russe, que
De là, t'as été infirmier secouriste à la Ouais, c'est Croix-Rouge ça. française. Ouais, alors non, alors c'était pas. Alors en Non. fait, de là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, écoute, là, tu sais que c'est mort, qu'est-ce que tu fais? Donc, vu que j'étais investi, donc comme je le disais dans la sphère sociale, je me dis bon, partir sur l'éducateur. Et puis j'aimais quand même le côté médical. J'avais une histoire de vie en rapport. Je me suis dit, écoute, bah, tente le concours d'infirmier, va voir ce que c'est. Donc je dis bon, je vais voir ce que c'est. Et puis bon, par chance, je suis pris au concours. Improbable, je me dis 3207 candidats, 150 places, plusieurs de France sur Toulon. Je me dis waouh, ok, bon, bah, c'est qu'il faut y aller quoi. Donc j'y vais, je me dis j'arrive à mettre l'exploitation en métayage. Métayage, c'est une forme de location qui te permet voilà, de laisser les terrains qui restent, que j'ai pu sauver. Voilà. Et puis bon voilà, je commence l'école infirmier. Il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, les dettes arrivent, hein, quand on est. Donc moi, c'était en nom propre, hein, l'exploitation. Donc voilà, 24 ans, donc tous les appels, les urées, les machins. Moi, je vivais, heureusement, j'avais l'âge. Sauf qu'en fait, en réalité, les prélèvements se faisaient quand même des fois. On sait que c'est pas toujours optimum. Donc du coup, il y avait des mois où j'avais rien. Donc je faisais un repas par jour. Et puis c'était quelqu'un qui me dépannait de part et d'autre pour finir de manger sur le mois. Donc ça, c'était pendant une petite période, enfin pendant les études. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc j'étais aussi dans ces étudiants infirmiers qui ont été dans les services Covid, qui étaient censés être en renfort, mais qui en fait étaient plutôt en remplacement et qui ont vécu des choses difficiles. Je veux dire, on mettait des gens dans des sacs et on faisait des visios pour que les familles puissent les voir. Enfin, c'était des périodes très très difficiles. Et puis j'ai vécu plein de choses, je me suis formé sur notamment les urgences, j'ai adoré, donc je me suis formé beaucoup aux urgences, urgences psychiatriques aussi, avec l'accompagnement de personnes, les formations pour les entretiens, des grilles RUD, c'est-à-dire pour les personnes qui présentent un risque suicidaire et qui doivent être évaluées, donc j'étais formé aussi à ça. J'ai fait pas mal de choses. Tout ça en parallèle des entraînements, évidemment, de la boxe. Évidemment, parce que c'est dans ce moment-là où du coup j'étais qualifié pour le championnat Grand Est. Donc voilà, ça c'était en parallèle, puisque le deal, en fait, pourquoi je me suis retrouvé dans le nord de la France? Au départ, du coup, je le disais, j'ai grandi dans le sud-est. Et puis quand j'ai commencé l'école d'infirmier, j'étais en 2018 parrain pour le ministère de la Justice, parce que bénévolement, j'allais une semaine ou deux avec des jeunes, du coup, qui sont en centre éducatif renforcé, auxquels je donnais des cours de boxe pendant une journée, et puis j'échangeais sur leur avenir professionnel et sur différents sujets, puisqu'on arrivait, grâce à la boxe en tant qu'outil éducatif, à accéder à une part d'eux-mêmes qui était incroyable et avoir une certaine proximité. Puis j'étais là bénévolement, donc en fait, bon, voilà, ça c'était hyper fluide dans la relation. Donc j'ai vécu des choses magiques là-dessus. Et puis il y avait donc il y avait des jeunes de toute la France. Et un éducateur qui dit bah écoute, moi, mon frère il organise un stage de boxe sur Sedan, dans le nord de la France. Je dis bah Sedan, je regarde la carte et tout, je dis ok, bon, il fait froid, c'est loin, mais on y va. Donc voilà, et puis je vais faire un stage top là pendant une semaine. Et puis je reviens ensuite là-haut pour un combat. Donc je vais boxer là-haut. Et puis il y a des élus qui me disent, je venais d'attaquer à ce moment-là les études d'infirmier. Et puis des élus me disent, mais attendez, vous faites les études d'infirmier pour boxer? Je dis, ah oui, c'est effectivement très compliqué. Et puis ils me disent, mais attendez, nous ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous aménage une sorte d'équivalence sport-études. Donc à l'époque, c'était Jean Rotner, qui était président de la région Grand Est, et du coup qui avait dit, grâce à Odile Berthelot, Éric Berthelot, une famille du coup, Odile Berthelot qui était vice-présidente du conseil départemental là-haut. Et c'est eux qui m'ont accueilli. Au départ, même chez eux, ils ont dit écoutez, on a une aile de notre maison, on vous met le temps que vous trouviez un appart et tout, mais il faut que vous veniez là en septembre. Donc en fait, j'ai rempli mon berlingot. Et mon petit berlingot de l'exploitation, et je suis parti dans le nord de la France. Je suis arrivé là-haut, enfin voilà, et ça s'est fait comme ça. Et bienvenue chez les ch'tis. Ouais, c'est ça. Et puis je suis arrivé, j'ai dit allez, on y va. Et puis en fait, après, c'est là où il y a eu le Covid, je me suis formé aux urgences, etc., etc. Et puis en fait, j'avais quand même toujours des dettes qui étaient présentes, parce que bon, 200 000 euros, ça s'efface pas comme ça. Et puis je suis parti, j'ai rencontré ma compagne actuelle qui était sur le Luxembourg, qui travaillait sur le Luxembourg, qui était belge. Enfin, qui est toujours belge. et puis en fait, elle me dit mais écoute, sur le Luxembourg, enfin quand même, voilà, au niveau des salaires, il y a pas une possibilité d'aller plus vite par rapport à tes problèmes aussi. Donc je candidate sur la Croix-Rouge. Super, Croix-Rouge, je suis pris, je commence, titularisé du coup au bout de 9 mois. Et puis je vois une offre par rapport aux droits de l'homme, je dis mais punaise, c'est pour moi ça. Donc je candidate, etc. Je commence à partir, et puis je deviens à 20% représentant des droits de l'homme du coup pour la Croix-Rouge luxembourgeoise, donc sur cet établissement. Donc représentant des droits de l'homme pour la Croix-Rouge
luxembourgeoise. C'est ça, donc pour l'établissement En plus ouais, voilà. de la C'est ça. boxe. Et au même moment, dans cette même période, j'avais l'armée du coup française qui me contacte et qui me dit mais attendez, ce que vous faites, gagner des combats en valide, donc c'était en 2022. Il me dit mais c'est hallucinant, nous on voudrait pouvoir montrer ça à nos soldats. Et j'ai bugué là parce qu'en fait je pense à une femme incroyable qui fait partie de l'armée, qui a eu un parcours, mais je sais qu'elle aime pas être citée, donc je la citerai pas, mais voilà, elle se reconnaîtra. Et là. Non, voilà, Océane, voilà comme ça. Très bien. Ça reste Voilà. Et suffisamment puis large. du coup qui est voilà en lien avec l'équipe de France militaire de boxe d'ailleurs. Et puis elle dit voilà, c'est incroyable, moi je veux vraiment batailler pour que les soldats puissent voir ça, et enfin c'est quand même super. Donc je dis ok, on y va. Puis après elle me dit championnat de France militaire. Donc là par contre Pierre a un bon niveau, tout ça. Et puis bon voilà, ça se fait, je fais médaille d'argent championnat de France militaire, du coup c'était en 2022 Donc attends, c'est quoi la catégorie? en moins de 71 kilos. Donc moins de 71 kilos, médaille d'argent. Ouais, donc je Les finis en championnats de finale France du coup militaire. du championnat, ouais, voilà. Incroyable. Et puis après voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand t'arrives avec avec tes prothèses sur le ring? Je veux dire, c'est quoi le parce que là t'as expliqué dans le Bronx et en même temps Ah mais c'est partout pareil, enfin je veux il y a dire toujours ce côté des valides ah oui qui complètement. se disent attends, je vais quand même pas me faire mettre à l'amende par Ouais. un mec qui... Mais en fait, tu vois, dans ce que je te dis, le message, il est universel. Et enfin, en fait, la réaction et ce qui se fait derrière, si tu veux, c'est vraiment ultra universel, quoi. On peut le faire là, si on sort, il y a une salle de boxe, tu me dis, dans la rue à côté, bon, on y va, et puis il va se produire quelque chose de magique, tu vois. Et on va dans le fin fond dans un endroit, enfin, je veux dire, j'en sais rien, que ce soit en Afrique, en Asie, n'importe où, il se passera la même chose. En fait, ce qui est intéressant, et tu me l'as expliqué comme ça, tu m'as dit écoute, le premier truc c'est bon, les mecs sont impressionnés et puis ils me regardent comme un handicapé. Après on boxe et du coup ils sont énervés parce que en fait Ouais, alors ils ouais, perdent. ça c'était au début quand je commence. En fait, maintenant, non mais ouais. et après quand on filme et qu'on leur montre à quel point ils étaient énervés, ce qui dans la boxe en fait se fait pas, parce que le sparring Ouais. c'est essentiel, c'est l'entraînement, donc on va aller se toucher, mais en gros on est d'accord pour dire qu'on se touche et qu'on se fait pas mal parce qu'on est tous Oui, des sur du boxeurs, sparring, et ouais, machin. tout à fait. Le but c'est de progresser, ouais. Et du coup, quand je montre aux mecs comment ils se sont énervés et que c'est pas normal, là ils me pleurent dans les bras et ils s'excusent et ils savent Ouais, plus comment j'ai eu cette situation que je te racontais où effectivement en fait bon sur les combats c'est les combats, hein, donc Oui, là ils non, savent mais le combat, que je c'est suis un arrivé, combat. j'ai un certain nombre de combats, donc quand j'arrive à ce niveau, quand c'est sur des championnats, on boxe, on est focus, Ouais. il y a plus de voilà, il y a pas de valide, pas d'handi, et finalement autant pour l'adversaire. Et puis après et donc là ouais, c'est ce que je te disais, parce que souvent les gens se disent mais attends, les gens est-ce qu'ils osent vraiment boxer, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est perçu bizarrement du fait que tu arrives avec deux prothèses quand même, est-ce que les gens ils osent y aller, tout ça. Et puis je dis bon déjà sur un ring, quand on prend des coups, quand on est sur un combat, on prend le risque de prendre un KO, de se réveiller à l'hôpital, enfin c'est voilà, justement il n'y a pas de débat parce qu'on rigole pas, quoi, je veux dire c'est du combat. Mais après sur les sparring effectivement là sur les sparring en général on y va quand même, à part si c'est plutôt du travail thématique ou voilà. Mais le but c'est évidemment pas sur les sparring de pas se blesser, de gagner en technique, et puis voilà. Mais après ça dépend, quand on va à l'étranger, les mecs en plein milieu, tu te doutes bien qu'en plein milieu du Bronx ou à New York, on dit pas bon, on va faire gaffe, pas mettre le crochet comme ça, pas blesser, non, on y va, quoi. Mais après quand j'ai commencé la boxe, quand j'allais sur les sparring, effectivement il m'est arrivé des situations dont celle dans celle dont je te parlais dernièrement, et c'était on arrive, je commence à mettre les gants avec plusieurs gars de la salle, donc mettre les gants c'est voilà, faire le sparring, combattre. Et puis bon ça se passe super bien, et puis en fait l'entraîneur il dit oh, punaise, j'étais un peu au-dessus, quoi, du niveau, ce qui est normal, j'avais plus d'expérience, ok. Et là le gars se met, donc lui faisait 30 kilos de plus, et enfin les kilos ça compte beaucoup en boxe en catégorie, quoi. Et puis là le gars, je le touche, je m'amuse, je continue à boxer pareil. Et puis là il essaye de vraiment m'avoiner, comme on dit, c'est-à-dire vraiment me faire mal, quoi, et de taper toutes ses forces, et c'est vraiment dangereux parce que on prend un sale coup, c'est voilà, ça reste de la boxe. Et puis en plus il y a tout un protocole, si tu fais un KO t'as un protocole. Ouais, il y a un qui mois fait que effectivement. Alors tu peux souvent pas ça boxer, c'est vrai que enfin. il y a beaucoup de choses encore à faire là-dessus, c'est en combat, mais c'est vrai qu'en salle on n'a pas encore cette culture, c'est quelque chose sur lequel on essaye d'avancer du coup, justement dans notre pratique. Mais bon, c'est un autre sujet ça, mais voilà. Mais c'est vrai que là pour le coup, le gars il a cette réaction là, et puis en fait on finit,
Et je lui dis, mais tu sais que tu allais super fort, quoi. C'était assez violent et tout. Et puis je lui montre la vidéo et le gars se met à pleurer. Il me dit, mais je suis désolé. Parce qu'en fait, quand on boxe, on est dans notre truc. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'ego humain parce qu'on est vraiment sur du combat. Donc moi, quand j'explique aux gens en leur disant, écoutez, la chance de ce que j'ai dans mon sport, c'est qu'on est sur de l'opposition pure. C'est la représentation la plus archaïque qu'on a dans notre superposition. Au collège, c'était le gars le plus costaud qui était respecté, entre guillemets. Enfin, tu vois, t'as un peu ce côté-là. Et en fait, bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, du coup, quand les mecs ils se disaient, bah attends, c'est pas possible, tous mes élèves, il les tue un peu, machin. Bah du coup, non, moi j'y vais. Et c'est instinctif tout ça. Et le gars, humainement, enfin, tu vois, il était chouette, il était ok. Et c'est pour ça que je te donnais cet exemple-là, parce que le gars, il s'effondrait en pleurs en réalisant, il se disait, mais ouais, je suis un sale type, quoi, c'est pas possible et tout. Et en fait, je dis, non, ça va, c'est ok. Et en fait, c'est pour dire, enfin voilà, les représentations, elles sont ancrées, elles sont viscérales. C'est pas juste quelque chose. Voilà, qui sont. Est-ce que tu as eu envie. Donc, on parle de boxe anglaise évidemment depuis le début. Est-ce que tu as eu envie d'aller sur d'autres arts martiaux, sur d'autres. Est-ce que tu vois tous les trucs type MMA et autres, ou est-ce que le fait et de la passion et des prothèses et tout fait que c'est l'anglaise et rien d'autre, quoi. Bon, et puis le fait que ce soit la plus belle boxe aussi. Mais oui, ça, voilà, c'est ça, on va pas se mentir. En vrai. Non, en fait, moi, ça s'est fait parce que c'était cette boxe-là qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. C'est celle-là sur laquelle je me suis entraîné. C'est celle-là sur laquelle j'ai travaillé très dur pour arriver à progresser. Donc voilà, après, c'est aussi la boxe qui permet. Enfin, en tout cas, par rapport à mon handicap, peut-être qu'il s'adapte aussi bien parce que du coup, sur du pied-point, bon, ça se fait. On peut mettre. Enfin, il y a un ami, il me disait l'autre jour, il mettait des mousses et puis il arrivait à pouvoir faire avec la prothèse, etc. Mais bon, ça limite. Et puis, je pense qu'il y a une frontière à ça. Enfin, à un moment donné, moi aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être sur un niveau où on va pas trop me questionner parce que finalement, ça va plus être défavorable que favorable. J'aurai pas d'avantage puisque du coup. Ça a été un sujet, ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est toujours un sujet. Parce que les gens, tu vois, quand tu leur montres une vidéo de ce que je fais, ils vont te dire, ah, c'est dingue la technologie qu'il y a maintenant. Bah non, en fait, mec, j'essaye de me battre pour que justement on évolue parce que aujourd'hui, sur les matériaux qui peuvent être commercialisés et qui ont une plus-value, il y a quelque chose qui est fait. Mais sur les modalités de réglage des appareillages, je suis tombé sur des sujets d'études quand j'ai fait les études, j'ai fait le master là, que je faisais dernièrement, qui dataient des années 50, sur lesquels il y avait des médecins qui disaient déjà. On peut pas faire des réglages de prothèses uniquement sur une évaluation subjective, c'est-à-dire selon la vision du patient, le ressenti, et selon ce que peut voir ce qu'on peut percevoir visuellement du côté de l'appareilleur. Et pour autant, si tu vas dans n'importe quel centre de prothèses, aujourd'hui, en tout cas en France, on fonctionne que comme ça, et pourtant il existe des outils, des tables de pression dynamique, tout ça, et en fait aujourd'hui on fait pas ça, c'est à dire que demain donc en fait aujourd'hui moi j'essaie aussi en même temps de me battre pour qu'on avance là-dessus concrètement. Pour être précis, ouais, voilà. Si demain t'as une prothèse, donc t'es appareillé, toi tu vas être déjà heureux de pouvoir retrouver de la mobilité, de pouvoir retrouver de la verticalité, ce qui est hyper important humainement parlant. Et puis du coup tu vas te dire ah bah super, et en fait tu auras des douleurs, mais alors est-ce que c'est la prothèse? Le mec il va dire bah non c'est les réglages, vois avec le kiné, puis le kiné il va on sait pas encore vraiment bien travailler de manière il n'y a pas d'obligation en tout cas de résultat à ce niveau là, ou de contrôle vraiment sur les modalités d'appareillage par rapport au réglage. Et le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire sur ces questions. Est-ce que la France elle est en avance ou est-ce qu'on est en retard? C'est quoi le pays ou la médecine qui bosse bien sur les prothèses? Aux US, il y a des... En fait, je vais pas te dire, j'ai pas de connaissances vraiment, j'ai pas creusé vraiment suffisamment cette question pour t'y répondre de manière précise. Je pense que nous, en tout cas, au niveau européen, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les outils, on a les différents champs de compétences, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs qui sont doués là-dessus. On a le pôle parasport qui commence à vraiment initier, tu vois, c'est assez récent. Ça se fait du coup sur Paris. Et en fait, eux, ils ont vraiment commencé à initier cette dynamique d'avoir un pôle où vraiment il y a un ingénieur qui va étudier le fonctionnement de la marche et qui va pouvoir travailler sur différents appareils. Qui va bosser avec un prothésiste, qui va bosser avec un médecin rééducateur et avec un kiné. Et là, tu te dis, bon, on commence à aller dans une dynamique qui est intéressante. Mais ça, si tu veux, il faudrait que ce soit généralisé. Aujourd'hui, je pense que l'aspect qui pourrait être intéressant à mettre en avant là-dessus, enfin, du moins pour que ça puisse se répandre, ça serait que des grosses boîtes
Je vais pas en citer, mais que ce soit des grosses boîtes qui sont dans la prothèse puissent se dire bah nous on peut mettre ça en avant, ça serait un avantage concurrentiel de se dire si les patients viennent chez nous, bah, on est en capacité de travailler sur ces questions là parce qu'on va mettre des trappes de pression dynamique, on va avoir des outils qui existent et sur lesquels on va pouvoir investir pour faire un appareillage de qualité. Et moi j'ai déjà intervenu je suis déjà intervenu pardon, dans des congrès de traumatologie du sport, ce genre de choses, et avec des mecs qui me disaient, où je posais cette question là, où j'exposais la chose, et puis ils me disaient et des gars reconnus, donc là j'ai pas le but de le citer, mais et puis il me disait bah ouais mais en fait moi je veux bien, mais en fait nous on peut faire un appareillage qui soit ok ou qui soit vraiment respectueux effectivement de la physiologie, l'anatomie, la physiologie du patient, et en même temps lui il aura des sensations, et vous savez il y a la notion de proprioception où la personne elle va pas arriver à être bien. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la rééducation. Et ça, je pense que voilà, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, parce que aujourd'hui, on fournit des apparillages si on n'est pas en capacité d'assurer une durabilité et de penser à l'intégrité des patients qu'on traite. Je trouve que c'est dommage. Et c'est ça qu'il faut favoriser. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on te mette une prothèse, qu'on te dise c'est bien, t'es debout, bravo, tu signes le papier, puis en fait derrière je suis facturé et on enchaîne, parce que ça marche comme ça. Typiquement. En fait, on est dans le social care, on n'est pas dans l'expérience client. Ouais, en gros, l'expérience patient. Parce qu'en plus, ils détestent dans la médecine qu'on dise client, mais on est client des médecins. Ah ben non, mais clairement, sur la prothèse, c'est des entreprises privées. Donc à un moment, voilà. Donc expérience client. Okay. Donc en fait, du coup, voilà, moi je trouve qu'on pourrait faire mieux. Et moi, typiquement, les modalités de réglage, donc je suis appareillé donc, depuis 30 ans, un peu même plus, du coup. Mes prothèses, globalement, elles sont faites de la même façon depuis 30 ans. Donc en fait, ce qui va changer, c'est en prothèse, si tu veux, tu as deux parties. Tu as la partie qu'on appelle l'emboîture, c'est la partie qui est sur ton membre. Et puis tu as la partie qu'on appelle le pied ou la main, etc., qui est une partie qui vient s'accrocher dessus et qui effectivement, elle, vu qu'il y a un aspect concurrentiel, eh bien, il y a de la recherche et donc il y a de l'évolution sur cette partie pied, main, etc. Mais sur la partie du réglage par rapport au travail de l'appareilleur, entre le membre et l'outil, quelque part, il y a des réglages importants, puisque c'est tout ce qui va remplacer la cheville, qui va remplacer le positionnement du pas, le maintien, etc. Là-dessus, je trouve qu'on n'évolue pas, Hyper intéressant. Ouais. Là, je découvre hyper intéressant. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez voulu dénoncer avec le défilé bout en bout? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce que ça, c'est un truc quand même assez incroyable. Il y a eu le premier défilé au monde de c'est super. Personnes à Paris, bénéficiant en tout cas de prothèses. Ouais, tout à fait. Et c'est un truc assez extraordinaire. C'est Anne Bayard et Mathieu. Et Mathieu Lartaud, ouais, tout à fait. Qui ont puis la famille Lartaud, parce que du coup, la famille, c'est vrai que c'était tous assez investi. Et ouais, alors c'était un super projet. Et j'espère que ça va continuer. Et je pense que oui. Et voilà, je trouve que c'est super intéressant. Sur différents aspects. Alors eux, c'est vrai que l'objectif, bon, ils en parleraient bien mieux que moi, hein, mais effectivement, c'est pouvoir rendre accessible un maximum de prothèses. Aujourd'hui, des prothèses de course, c'est des prothèses, donc c'est des pieds, si je parle pour les pieds, puisque c'est ce que je connais mieux, mais grosso modo, c'est le même principe pour tout. Les pieds sont catégorisés, en fait. C'est-à-dire que tu as des pieds de classe 1, de classe 2, de classe 3, et il existe des pieds de classe 4. En fait, dans la ça correspond à quoi, les classes? En fait, les classes, ça correspond à des critères de solidité et d'usage qui vont être plus ou moins souples, ils vont permettre plus de choses en termes de performance globale. On va dire que le pied il aura plus de performance. T'as le catégorie 1, c'est un truc en bois rigide classique que tu mettrais, que tu fabriquerais dans ton salon, voilà. Je fais exprès, hein, mais c'est pour vraiment imager. Et le catégorie 3, c'est presque là, t'es presque sur une lame de course, t'es sur quelque chose qui est quand même dynamique, selon les termes précis, c'est quelque chose d'assez dynamique. Voilà, maintenant ce qui est remboursé, c'est du catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3 si ils estiment que tu réponds par rapport à ton usage, tes besoins, ta pathologie, à du catégorie 3. Aujourd'hui, chez des sujets jeunes ou qui ont un désir du coup de pouvoir faire du sport, etc., savoir que les catégories 4 ne sont pas remboursées. Donc automatiquement, quelqu'un qui a une lame de course, c'est soit il passe par des associations formidables. Ça vaut combien ?
ça vaut, je crois, dans 3-4 000 euros, 5 000 euros, c'est pas les Pour les jeux. deux ou par Mais pied? uniquement, et je parle uniquement pour une lame. Mais non, par pied, par pied. Et on est à plus, non, on est même à plus, mais sur des genoux, on est sur des. Enfin, si tu multiplies par 5 les chiffres que je viens de donner, voilà, et au minimum. Donc, voire, ouais, vraiment au minimum. Donc, en fait, on est sur des budgets qui peuvent être extrêmement élevés. Donc, ils sont pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu peux te financer, t'auto-financer en tout cas. Et donc heureusement il y a des associations comme De Bout en Bout qui permettent aussi cet accès-là et qui en même temps militent pour cette accessibilité par rapport à des publics pour lesquels finalement ça devient leur vie quotidienne, leurs besoins. Il y a l'âme de joie, moi c'est l'âme de joie aussi, c'est une association qui elle justement achète des lames et permet c'est-à-dire si tu as un dossier, tu montes un dossier, tu dis voilà moi je veux pouvoir courir, etc. Et ils mettent à disposition des lames. Donc en fait on a la chance d'avoir des associations comme ces deux associations, et il y en a peut-être d'autres aussi, mais en tout cas des associations qui vraiment vont me permettre, moi l'âme de joie m'accompagner aussi, donc je peux témoigner que ça fonctionne, et du coup voilà, c'est ces associations là qui aujourd'hui font ce travail là. L'idée c'est qu'elles puissent faire plus que se faire finalement ce qui devrait être entre guillemets normal dans certains cas, et c'est pour ça qu'elles militent. Ça paraît complètement dingue que ça soit encore les assos, la société civile, les privés qui viennent régler des problématiques de participation à la citoyenneté, parce que là, je veux dire, faire du sport, ouais, ça fait partie c'est juste pouvoir être citoyen, pouvoir vivre la vie, et c'est déjà suffisamment compliqué de devoir le faire sans une jambe, sans un bras, en plus, il faut aller trouver les fonds et tout. Moi, pour te donner un exemple concret par rapport à ces grilles, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. On fonctionne sur des grilles. En fait, on a des agents qui sont payés pour faire des contrôles, mais qui fonctionnent avec des grilles. Donc, à un moment donné, moi, le paradoxe, je trouve qu'il est là aussi. Moi, j'ai eu une situation où j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, j'avais ma prothèse qui pétait, mais toutes les 3 semaines. Enfin, t'imagines l'impact sur la vie courante, sur la scolarité, sur même c'est ça. J'allais te dire sur ton intégrité même mentale, quoi. C'est terrible. Et en fait, je pouvais pas bénéficier d'une pièce à la con. En fait, c'était une pièce qui finalement coûtait pas des milliers et des cents, hein, tu vois, dans un sens. Avait un coût quand même, surtout si elle pète toutes les 2 semaines. Mais je pouvais pas avoir accès à un remboursement et à une mise en place de cette pièce-là si j'avais pas minimum 16 ans, puisque c'était l'âge pour avoir la dérogation permettant d'avoir une pièce adulte qui du coup pourrait maintenir. Donc ils préféraient payer une ambulance qui coûtait, mais parce que en fait c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la problématique aujourd'hui, elle est pas juste est-ce qu'on peut pas, elle est dans la problématique, elle est liée au paradoxe, au fait qu'on a des personnes qui suivent des cases. Donc en fait le coût de la pièce, je te dis une bêtise, elle était de 150 €. Mais c'est vraiment, j'ai aucune idée, enfin tu vois, j'ai plus en tête, c'était il y a des années. Mais grosso modo, et aujourd'hui ça fonctionne comme ça, on va dire à la personne, écoutez monsieur, c'est bien gentil, votre gamin, ok, nous on paiera l'ambulance, on peut, c'est dans les critères. Donc on paiera tous les mois, les 2 semaines, une ambulance avec un coût qui est presque de 500 €, parce que les déplacements vers ton orthoprothésiste, des fois ils peuvent être très longs. Moi j'allais jusqu'à Marseille à chaque fois pour être appareillé. Donc en fait je faisais hier Marseille, enfin Toulon, Pierrefitte du Var, Marseille à l'époque. Et c'était 1h30, 2 heures de route, donc 4 heures aller-retour. Payer une ambulance 2 fois par mois pour pas rembourser une pièce parce que t'es pas dans les critères. Enfin, l'impact social sur un enfant, aujourd'hui, c'est ça qui est complètement dingue. Donc en fait, c'est plus, encore plus que le côté de ça va plus loin que simplement se dire le sport ça fait partie d'un individu et du coup, de sa vie, et donc dans ce cadre-là, il faut absolument que ce soit normal. Mais donc ça, c'est déjà un paradoxe, je suis d'accord. Mais ça va même plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui on accepte des choses qui sont une façon de travailler, d'avancer sur des sujets où faut avancer. Hyper intéressant, hyper inspirant. T'as un parcours qui est quand même assez exemplaire, et quand on voit tous les combats que tu mènes, tu les parallélises. Là tu nous as glissé oui quand j'étais en master, parce qu'en fait effectivement by the way, tu viens de terminer un master, parce que quand même c'est bien d'avoir un petit mot pour un mec qui a pas le BEPC, pas le brevet des collèges, mais ça aussi c'est pareil, c'est ce que j'explique, parce que tu vois aujourd'hui c'est intéressant, t'as plein de jeunes qui sont hors circuit finalement, parce que on va pas faire un débat sur les modes d'apprentissage qui laissent beaucoup de types d'intelligence sur le côté, mais on pourrait, mais c'est un autre sujet. Mais tu vois, t'as plein de jeunes qu'on laisse de côté aujourd'hui,
Et puis on leur fait croire qu'ils ont pris un retard de dingue, alors qu'en réalité, ils ont pris une avance de fou sur la vie, en fait, parce que c'est ça le plus dur à construire. Comment tu fais pour... C'est quoi le message que tu donnes à ces jeunes? Comment tu fais pour les remettre, pour leur donner confiance? Bah, pour leur donner confiance, justement, ces éléments-là, c'est leur dire, écoutez, bah voilà les gars, enfin à un moment donné, bah, moi j'étais pareil que vous, j'étais déscolarisé, je savais pas trop où j'allais, j'étais pas forcément bien, je voyais pas forcément le bout du tunnel non plus. Et puis en fait, je leur explique, je leur donne des exemples simples. Bon, c'est un exemple que je tire de la conférence que je fais, parce que je fais des conférences, mais voilà, pour moi il est fondamental, et voilà, en gros, je leur dis déjà deux choses que je veux qu'ils retiennent en général, c'est que la place des émotions elle est prépondérante. Ça c'est quand même hyper important. Je leur montre que bah voilà, même un boxeur, tu vois, les meilleurs boxeurs du monde, bah, ils ont un coach mental et ils ont une préparation mentale qui leur permet d'arriver à des performances. Donc ça c'est hyper important de comprendre que la prise en compte des émotions, d'avoir des personnes tuteurs, c'est ultra fondamental. C'est vraiment la base, je pense que c'est déjà ça, avoir ce socle là. Le deuxième aspect, c'est que le désir de réaliser ses rêves surpasse la peur de l'échec. Donc j'aborde effectivement l'importance du coup d'avoir des émotions, donc du coup d'avoir aussi des rêves, de pouvoir en laisser une place à ça. Et derrière, du coup, évidemment, cette notion de peur de l'échec, où forcément, quand tu te lèves pour un défi, et moi c'est mon cas aussi au quotidien, je me dis, il y a 80% de chances que ça passe pas. Bon, souvent quand c'est pour soi-même, les 80%, c'est plus souvent des 20% en réalité. Et puis en fait, quand bien même tu es sur ces 20%, en fait tu as appris énormément et tu as fait un chemin de dingue. Donc en fait, moi j'ai eu, comme je leur dis, moi je vous le dis parce que j'ai pas eu le choix, tu vois, et c'est la force des choses qui a fait que ça s'est fait comme ça et que ça a été très dur. Mais aujourd'hui je m'en passerai pas finalement de cette dynamique là, tu vois, de se dire allez, faut aller prendre des risques et avancer. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est surtout, tu vois, on entend souvent plein de personnalités qui me semblent inspirantes et qui disent bah non, moi j'ai pas fait un truc incroyable, j'ai travaillé. Et puis à côté de ça, t'as aussi ces phrases bateau que t'entends toute ta vie où on te dit bah il faut l'excellence, faut avancer là-dessus, mec, faut que tu sois rigoureux. Il faut, alors ouais, c'est bien, mais à l'échelle individuelle, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, souvent, je donne un exemple très concret. Et c'est là que je tire ça de. En fait, quand j'étais. Je tire ça je tire une expérience de quand j'allais justement en prison pour mineurs. T'avais un jeune qui avait 14 ans et puis qui me dit écoute, ouais, je vais être scolarisé. Et donc, je dis ok, super. Il a un peu plus de 14 ans. Je dis ok, bah, c'est formidable. Et tu pars sur quoi? Et puis lui, timidement, il me dit bah, je pars sur de la cuisine. Je dis mais attends, la cuisine c'est bien, c'est chouette, c'est quelque chose vraiment qui te plaît, ou bien c'est parce que bah voilà il y avait cette opportunité, tu te dis bon bah pourquoi pas, et bon les deux c'est ok. Il me dit non vraiment c'est un truc qui me plaît. Je dis bon bah c'est formidable, mais c'est super la cuisine. Je dis écoute, maintenant t'as deux options à toi qui se présentent à toi. Il me dit comment ça deux options? Je dis bah la première, tu vas arriver et puis va falloir que tu trouves un stage, tu vas faire ton stage, tu vas faire ton truc, tu vas être valorisé avec des notes que t'as pas eu précédemment. Parce que tu vas être dans une matière qui te plaît, tu vas avoir un entourage avec de nouveaux amis, de nouvelles personnes avec qui tu vas sortir, tu vas faire, je suis certain que tu auras ton diplôme, parce que tu es sur quelque chose qui te plaît en plus, il n'y a pas de doute pour moi. Et puis derrière, tu bosseras comme commis, tu feras peut-être un petit truc, tu continueras peut-être sur d'autres études, bon voilà. Il me dit oui, d'accord, ok. Mais enfin, et quoi, du coup, c'est quoi le problème? C'est quoi la deuxième option? Je dis bah après, tu as la deuxième option. La deuxième option, c'est... Comme je te le disais, tu vas commencer, tu vas devoir trouver un stage. Donc à ce moment-là, tu prends les 100 plus grands établissements qu'il y a autour de chez toi ou même plus loin, et puis tu leur téléphones tous. Tu sais que tu en as 80%, ils vont te raccrocher au nez directement. Donc au fur et à mesure des appels, tu vas te dire bon, faut peut-être que je prenne des codes différents. Donc tu vas changer ta voix en disant ok, je vais essayer de faire comme ça. Et puis après, sur les 20 suivants, t'en auras 20 qui vont te recevoir, ou peut-être le mec il va te faire venir et puis en fait il va se barrer et puis tu vas devoir y retourner 3-4 fois, tu seras peut-être pas respecté, pas estimé, tu auras peut-être des gens qui vraiment voilà, ça sera peut-être pourra même être humiliant des fois, ça pourrait être difficile, mais à la fin tu auras le stage que personne d'autre a eu. Et puis après, pourquoi tu ferais pas chef étoilé? Et puis je lui montre, tu connais les compagnons du Tour de France? Et puis je lui montre des photos sur mon téléphone, tout ça. Et puis il me dit non mais
pourquoi moi? Je dis pourquoi moi je ferais. Je dis mais pourquoi pas? Et je dis toujours, et tu vois, pour répondre à ta question, j'invite toujours les jeunes à se dire mais pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et en fait, le travail, il est très concret. Quand on dit travailler, tu vois, que je te disais l'excellence, en fait, c'est juste faire ce parcours-là. Donc voilà. Et alors, il est où, ce jeune? Il a choisi quoi comme Ouais, option? lui, il est parti sur le diplôme, il a fait des super stages, et puis je pense qu'il s'est régalé. Mais en fait, si tu veux, cet exemple-là, j'en ai plein, et puis j'ai eu la chance, et c'est à travers ces expériences-là où je te disais que j'ai plein de jeunes qui m'écrivent, même 2, 3 ans, 4 ans après, en me disant, en m'envoyant un message sur Instagram ou sur un réseau, en me disant voilà, juste pour te dire merci beaucoup pour l'époque, etc. J'ai passé tel diplôme, et là tu te dis putain, mais voilà. Et c'est Trop aussi, bien. voilà. Bon, moi c'est un épisode qui me remue, hein. Tu touches à plein de trucs là qui sont assez profonds. Alors, on a un gimmick dans Atypique, c'est que l'invité d'avant t'a posé une question, et tu poseras une question à l'invité d'après, sachant que je ne te dis pas qui est l'invité d'après. L'invité d'avant, c'était Alan Biolay. Alan, il t'a posé cette question, c'est: quelle est la plus grande force face au handicap? Quelle est ta plus grande force face au handicap? En fait, ouais, ma plus grande force face au handicap, c'est le handicap. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les représentations en soi, c'est une force. Donc je dirais le paradoxe. En fait, tu vois, le fait que justement, tu vois, même dans le monde du travail, je disais par rapport au management. En fait, au management, t'avais une question qui se posait où les gens disent mais en fait, on a plein d'outils aujourd'hui qu'on utilise. Et en fait, donc tu vois, les outils de qualité de vie au travail, aussi pour aussi permettre de garder, fidéliser les collaborateurs au sein d'une organisation. Et puis en fait, par rapport à ça, ils se disent mais nous on n'arrive pas vraiment à durabiliser les effets. Je leur dis mais écoutez, je dis est-ce que vous avez mis en place une culture d'entreprise? Finalement, qu'est-ce que c'est? Définir un but commun, déjà il y a des impératifs. Et puis en fait, dans les études que j'avais fait sur le dernier mémoire de recherche, c'était ça qui ressortait aussi. C'est le paradoxe. C'était finalement le fait que les gens, on a un peu cette vision du travail qui est, en définitive, pour la faire courte, tu vas travailler pour une pénibilité, pour un nombre d'heures contre laquelle tu reçois un salaire. Et finalement, ça devient totalement insensé d'aller proposer une activité bien-être, ou contre-intuitive plutôt, tu vois. Et puis, du coup, j'avais des chefs d'entreprise ou des directeurs d'établissements hospitaliers qui me disaient je dis mais pourquoi vous en faites pas plus? Parce qu'ils se disaient mais oui, nous on a des résultats, les résultats ils montrent qu'on a une baisse d'absentéisme, ils montrent qu'on a une amélioration des flux de communication, ils montrent que du coup on monte en performance, on descend les coûts qui sont liés à ces problèmes du coup d'absentéisme. Et puis pour autant je dis mais pourquoi vous faites pas plus d'activités? Ils disent oui, c'est vrai. Donc en fait, je dirais le paradoxe, parce que ça c'est une représentation dont je parlais avant, la même que pour être le handicap dans plein de cas, comme je le disais tout à l'heure face au racisme dans le cadre du Bronx. Donc ouais, le paradoxe, ouais, je dirais, c'est ça la force. Sacrée réponse. Est-ce que tu as une question pour l'invité d'après? C'est pas évident. Une question pour l'invité d'après. S'il devait faire quelque chose complètement différemment de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ce serait? C'est intéressant ça. Hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Du les coup, États-Unis, cet objectif des JO, puis surtout de pouvoir avoir déjà des soutiens pour faire cette aventure, avoir des personnes avec qui ont envie de s'engager dans ce processus aussi, et j'aime pas dire le côté être ambassadeur par rapport à la question des représentations, parce que finalement je suis qui pour être, enfin tu vois. Et, on en revient non mais c'est vrai, on repart sur un épisode, mais plutôt tu vois, c'est pas être ambassadeur, c'est emmener du coup un maximum de personnes aussi avec moi, et d'avoir et donc voilà, je croise les doigts d'avoir des partenaires qui m'aident aussi dans cette aventure et qui veulent y prendre part. Voilà. Bravo, en tout cas tu peux compter sur nous et on sera ravis de te suivre beaucoup, au bord du ring. Merci d'être venu jusqu'à nous, t'as fait le déplacement ce matin, tu pars à
5 heures, tu traverses la France, le Luxembourg. C'était pas le plus long, le Luxembourg à traverser, je pense. Mais, Ouais, ouais, c'est vrai. mais t'es descendu nous voir à Lyon. Merci, un énorme merci et un énorme bravo. Ah, merci à toi. Et Et merci à je vous pour suis- cette émission. Et voilà, atypique. Bravo, Chouette. je suis admiratif de ton parcours. Non, ouais, franchement, j'ai pris comme ça venait. Puis voilà, on y croit et on continue à se battre. Allez, à très vite. À très vite. Allez.